C'est très étrange parce que c'est fort. J'ai l'impression que les jambes sont attirées par le sol. C'est comme si c'était quelque chose qui m'aspirait par les jambes. Et une espèce de poids dans l'estomac, quelque chose de très fort. Je me suis rendu compte qu'il y avait une énergie absolument redoutable. C'est-à-dire que là, mon impression, ça a été une impression de fatigue et des espèces de mini-vertiges. Difficulté d'élocution, prise et happée par quelque chose de puissant et de négatif. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Et pourquoi y a-t-il à chaque fois ces drames? Et je pense vraiment que ça vient de quelque chose d'ancien, ce qu'on appellera une malédiction, on va employer le mot. Une espèce de malédiction du lieu, non pas maudit par des gens, mais maudit par quelque chose qui s'y est passé il y a très longtemps et qui le condamne en fait. Accompagnés de Patricia Daré, nous allons alors essayer de comprendre l'origine de cette malédiction en arpentant la rue Erlanger. En passant devant le numéro 17 bis, notre médium s'arrête pour la première fois, complètement bouleversé. Stop. Je suis désolée, là je peux pas. D'un seul coup, vous êtes pétri d'angoisse et vous êtes perdu. Vous avez envie de pleurer, vous êtes perdu. Et pendant quelques secondes, je me suis sentie perdue. C'est-à-dire, on est complètement en dehors du monde, on prend. C'est très éprouvant et j'imagine que ça a été une des nuits les plus terribles que à laquelle le voisinage a pu assister. 4 février 2019. Le soleil se couche sur la capitale. Rue Erlanger, dans le très chic 16e arrondissement, le calme règne. La tranquillité du quartier, c'est ce qui a séduit Julie, installée au 17 bis depuis presque 20 ans. J'étais tout de suite charmée par la rue Erlanger. C'est une petite rue, facile d'accès pour le métro, très près du bois de Boulogne. Il y avait la boulangerie, la fromagerie, la boucherie, exactement comme dans les textes scolaires que j'avais aux États-Unis. C'est la petite rue parisienne. Au 17 bis, juste au-dessus de l'appartement de Julie, au 8e étage, vit Savina, une retraitée de 81 ans, installée dans l'immeuble depuis 1987. J'avais choisi une petite chambre de bonne, avec toilette à l'extérieur, un petit balcon, un petit coin cuisine, avec la douche pour pouvoir voyager. Et les prix des loyers étaient très raisonnables. Quand je rentrais le soir, c'était mon nid, c'était chez moi. C'était ma cellule de moine, c'était mon temple. J'ai tellement aimé cet endroit, j'ai tellement aimé. Si Savina se plaît autant au 17 bis rue Erlanger, c'est parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur ses voisins. À l'étage, on se connaissait bien avec les autres locataires, on s'entraidait. Il y avait ma voisine, 94 ans, je crois, Madame Nathalie Minarski. C'était une vieille dame. Et elle faisait la collection de poupées. Je lui avais demandé qu'elle me fasse, moi, je n'ai jamais eu une poupée pour moi. Elle m'en avait offert une. Pour Savina, comme pour les autres locataires de l'immeuble, le quotidien est paisible. Et pourtant, tout va basculer. C'était un lundi soir normal. Quand je me suis couchée, évidemment, je pensais au boulot le lendemain, qu'est-ce que j'allais faire dans la semaine. C'était une soirée, une nuit sans histoire. J'étais réveillée vers 1h du matin avec beaucoup de cris. Au secours, au secours, au secours. Et comme il y avait beaucoup de jeunes dans l'immeuble qui faisaient souvent la fête, ma première pensée en me réveillant, c'était « Ah, c'est les filles qui rigolent avec leurs copains, au secours ». Et puis, j'ai mis un moment pour comprendre que c'était des vrais au secours. Et donc, je me suis levée, je suis allée à la fenêtre et j'ai vu, au 7e étage, il y avait une corniche et il y avait 3 jeunes debout, pieds nus, avec leur portable, qui criaient « Est-ce qu'on peut venir chez vous? Est-ce qu'on peut entrer chez vous ?» Donc, évidemment, j'ai ouvert ma fenêtre et les 3 sont entrés chez moi.
Julie ne le sait pas encore, mais le 2e étage de son immeuble est en feu. La jeune femme se pense protégée, mais très vite, les flammes vont se propager jusqu'au 7e étage où elle est réfugiée. Mon appartement s'est mis à remplir vraiment de fumée et j'ai vu des flammes sous la porte principale de l'appartement, la porte d'entrée. Plus d'électricité et là, nous avons compris qu'il faut sortir de cet appartement. Sorti par la fenêtre et puis on a longé la façade de l'immeuble une dizaine de mètres sur une corniche pas beaucoup plus large qu'un pied. Le dos face au vide, les paumes, je dirais, collées sur l'immeuble et les flammes avançaient. J'ai longé l'immeuble une dizaine de mètres jusqu'à l'extrémité et là, j'ai attendu avec les 3 jeunes. Sur place, les pompiers mobilisés peinent à maîtriser les flammes. En effet, pour accéder à l'immeuble, il leur faut traverser une cour intérieure très étroite. On ne pouvait pas mettre les grandes échelles dans la rue, il fallait rentrer, donc c'était des échelles manuelles. Ils montaient, ils prenaient des gens, ils redescendaient, ils montaient, ils remontaient, Et sincèrement, je ne croyais pas qu'ils allaient parvenir au 7e étage, jusqu'au 7e étage. Pendant près d'1h30, Julie va patienter presque en équilibre, à 20 mètres du sol. Moi, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, mais je me suis dit, je vais peut-être mourir. Et il faut absolument que je prévienne ma famille aux États-Unis. Et il faut dire certaines choses à mes parents et à mon compagnon aussi qui habite dans le sud. Je lui ai dit certaines choses. Je ne sais pas si je te reverrai. Il faut que je te dise certaines choses. Il existe un cliché de Julie, attendant l'intervention des pompiers. La photographie est saisissante. Regardez bien. C'est elle, quasiment au bord du vide. De cette photo, on voit que je regarde les flammes qui sortaient de la fenêtre de ma chambre, de ma cuisine, de ma salle à manger. Je suis sortie par la salle à manger. Je voyais ces flammes sans les voir, parce que c'est la survie. Finalement, après une attente qui lui a semblé interminable, Julie est prise en charge par les secours. Elle regagne enfin la terre ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première chose que j'ai dite à mon voisin. Donc il m'a expliqué qu'il paraît que quelqu'un a mis le feu dans l'immeuble. Mais qui aurait fait ça? Est-ce que c'est un accident? Très vite, alors que les flammes ravagent encore l'immeuble, le procureur de la République de Paris, Rémi Hetz, avance une première hypothèse sur l'origine de l'incendie. C'est la thèse criminelle qui est privilégiée. Et une personne a été interpellée, une personne qui habite l'immeuble. Cette personne, c'est une certaine Essia B, locataire du 17 bis rue Erlanger depuis quelques années. C'est une femme d'une 40aine d'années. Elle a un lourd passé psychiatrique. C'est-à-dire qu'elle a fait des dizaines de passages dans des institutions. J'avais entendu dire qu'elle sortait, venait de Sainte-Anne. Voici ce qu'il se serait passé le 4 février 2019. Ce soir-là, Essia B aurait mis la musique un peu trop fort. Avec un tel raffut, impossible pour ses voisins de trouver le sommeil. Il est alors 23h30. Il y avait des questions de volume de musique. Très vite, le ton monte, Essia B refusant catégoriquement de baisser le son. Désemparé, le jeune couple appelle donc le 17. Ça se passe mal. La police arrive vers minuit, un peu après minuit. En gros, ils tombent sur une personne qui est au final assez calme et donc ils repartent. La femme en question, elle avait ce don que quand il y avait une personne d'autorité, elle avait un self-control incroyable. Donc on n'aurait pas pu dire qu'elle pouvait faire quelque chose de pas normal. Excédé, le jeune couple finit par quitter l'immeuble.
C'est alors qu'Essia Bey aurait proféré une ultime menace à son voisin, pompier de profession. Il croise en fait la locataire qui descend, qui lui dit une phrase un peu étonnante. Il dit « Toi qui aimes les flammes, tu vas voir, ça va te faire drôle ». C'est là qu'il commence à s'en rendre compte que tout simplement l'immeuble commence à brûler. Pour se venger de son voisin pompier, Essia Bey a donc mis le feu à l'immeuble. Les sapeurs-pompiers de Paris auront lutté plus de 5 heures pour éteindre les flammes. Le soir du 4 février, lorsque l'immeuble a pris feu, Savina, la locataire du 8e étage, a survécu grâce à un petit miracle. J'étais en Inde faire du volontariat. J'ai appris tout ça, alors j'ai commencé à regarder sur Internet. Et j'ai appris petit à petit. J'aurais pas pu apprendre tout d'un coup. Et je me suis retrouvée à 80 ans à repartir de zéro, sans rien. Je ne pouvais pas imaginer que je n'avais plus rien, qu'il fallait que j'achète le sel, le sucre. Ce que j'avais chez moi, j'ai envie de dire que j'en avais besoin de ces choses. Des lettres, des photos, des cahiers, des carnets, des livres, des cadeaux. Des choses qui représentent beaucoup plus que juste l'objet, mais qui représentent des gens qui font partie de ma vie. Le bilan humain est extrêmement lourd. 10 personnes ont perdu la vie au cours de l'incendie. Ce sont 10 personnes que je ne croiserai plus. Parce qu'on a... Le village d'Auteuil, c'était vraiment un village. Et on se croisait à l'épicerie, à la pharmacie, même si on ne se connaissait pas tous très bien. Mais de dire que je ne les reverrai plus. J'en ai perdu 4. 4, j'en ai perdu, oui. Madame Leminarski, elle a perdu la vie. Et on l'a trouvée dans les toilettes. Dans les toilettes. Après le drame, Savina est inconsolable. Mais la vie va lui réserver une jolie surprise. Un cadeau presque surnaturel. Et avec l'expert des assurances, on est rentré dans la cave. J'ai récupéré la poupée que madame russe m'avait fait cadeau. Je l'ai retrouvée dans la cave. Et ce n'est pas le seul phénomène incroyable. Au 17 bis rue Erlanger, d'autres objets semblent avoir été protégés. Des choses incroyables se sont passées. Malgré le feu, il y a des parties qui n'ont pas été touchées. Par exemple, une dame qui était au 2e, qui était actrice, musicienne, poète. Toutes ces partitions n'avaient pas pris feu. Toutes ces partitions étaient sauves. Julie, dont la passion est l'écriture, a elle aussi fait une découverte très étonnante. Dans les décombres, j'ai retrouvé les pages de mon manuscrit parce que, en dehors de mon travail, j'écris depuis des années et tout était là, des centaines et centaines de feuilles pas brûlées. Et tout ce que j'avais écrit était intact. Comment vous expliquez ça? C'est un miracle. C'est le papier qui n'a pas brûlé. Je ne sais pas comment j'explique. J'ai aucune explication. Patricia Darey, notre médium, nous livre un début d'explication. On a énormément d'exemples dans les tragédies de ce genre de signes qui nous permettent de sauvegarder des petites choses qui paraissent insignifiantes mais qui sont essentielles pour notre vie et qui vont nous permettre de redémarrer. Et dans toutes les grandes tragédies, on a des exemples. Au milieu des décombres du manuscrit de papier qui ne brûle pas, je trouve ça extraordinaire. Alors la rue Erlanger est-elle vraiment maudite? L'incendie du 17 bis confirmerait-il cette hypothèse? Nous avons posé la question à notre médium Patricia Darey. Et incroyable, à chaque fois qu'elle a souhaité nous formuler une réponse, quelque chose l'en a empêché. À chaque fois que je captais le mot violence, sacrifice et meurtre, à chaque fois que je voulais le dire, mon micro s'éteignait. Ce que je ressens, je vais pas me gêner, je vais essayer. Hop, attendez, j'ai perdu ça.
Je trouve ça drôle que ça arrive au moment où vous nous dites bon bah voilà, je vais pas me gêner. Première coupure de son, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Quelques minutes plus tard, Patricia essaie à nouveau de nous dire qu'elle perçoit des images très violentes. Il faut essayer de neutraliser. Mais soudain, Alors, il y a des... nous décidons alors de changer le micro de Patricia. Quand, tout à coup, Donc, moi, vous savez, je parle l'ineffable, avec l'invisible. les paroles de Patricia sont complètement hachées. Notre médium a son explication. Dès que vous commencez à dévoiler les choses, quand vous commencez à comprendre, les choses se mettent en colère. Elles ne veulent pas être comprises, elles ne veulent pas forcément être révélées. Elles veulent continuer à exercer leur pression. Avec ces problèmes techniques, nous pensions avoir tout vu. Mais la rue Erlanger en a décidé autrement. Regardez ce qu'il va se produire quelques secondes plus tard. Qu'est-ce que c'est? Non mais ici, c'est affreux. Mais c'est quoi? Je ne sais pas. Nous entendons l'explosion du mur du son d'un avion de chasse qui passe et qui a fait retentir sur Paris un bruit énorme. Et puis ensuite, on a toujours eu quelque chose qui essayait constamment de dévier la conversation. C'est-à-dire comme si les choses de l'invisible ne veulent pas être dévoilées. C'est dingue. Non mais, ça c'est la journée maudite. C'est le quartier maudit, la journée maudite. Mais alors, comment expliquer la malédiction de la rue Erlanger? D'après notre médium, il faudrait remonter plusieurs siècles en arrière pour en comprendre l'origine. Je pense que cette rue est vouée beaucoup au sacrifice. Il y a eu quelque chose que je ne connais pas il y a très longtemps, entre la folie, le sacrifice et la cruauté. Quelque chose qui était là. Peut-être, je ne sais pas, je pensais à un ancestral hôpital psychiatrique où des gens problématiques étaient enfermés et on les éliminait. La rue Erlanger aurait donc abrité par le passé des patients souffrant de lourds troubles mentaux. La thèse de Patricia pourrait bien être validée par un événement tragique qui s'est produit il y a plus de 40 ans. Avril 1977, un jeune japonais nommé Issei Sagawa pose ses bagages au 10 rue Erlanger. Issei Sagawa, c'est un japonais, et donc il vient en France pour faire des études en littérature comparée à la Sorbonne, à Paris 3. C'est quelqu'un d'assez brillant, hein. C'est quelqu'un qui était en doctorat, qui a un certain niveau d'études, qui vient d'une famille riche, qui vient d'une famille où l'éducation compte. Il a des parents très aimants, une mère qui l'aime peut-être un peu trop, un père industriel dans le Japon florissant, donc très argenté. Pourtant, tout n'est pas si rose pour Issei Sagawa. Le jeune homme souffre de son physique un peu particulier. Petit bonhomme, il fait à peu près 1m45, quarantaine de kilos maximum. Il est donc chétif, il a une tête qui est un peu disproportionnée aussi également par rapport à son corps. Il mesure 1m52, c'est dû d'abord à une anoxie cérébrale au moment de sa naissance et puis ensuite une encéphalite japonaise, une épidémie terrible qui avait ravagé le Japon à l'époque. Il a toujours dit qu'il était un petit singe. C'est comme ça qu'il se présente et qu'il était beaucoup trop laid, je le cite, pour séduire des femmes. On peut dire qu'il n'est pas dans les canons de beauté, que c'est quelqu'un qui a un physique plutôt disgracieux et les gens le trouvent repoussant, ce dont il souffre. Issei Sagawa a une apparence hors du commun. Mais ce n'est pas sa seule originalité. Au fond de lui est enfoui un étrange fantasme. À l'âge de 7 ans, dira-t-il, il se découvre des désirs anthropophages, le cannibalisme. Il a développé le désir de manger de la chair humaine, de la chair de jeunes femmes belles, grandes, inaccessibles pour lui, des occidentales. Particulièrement les femmes blondes à la peau claire, c'est vraiment son obsession. Pour Issei Sagawa, ce fantasme ne peut rester inassouvi. Alors, à l'âge de 21 ans, il décide de passer à l'acte. Sagawa a un premier problème avec la justice au Japon. Il cristallise une sorte d'admiration pour une jeune femme allemande, une grande blonde, belle, qu'il se met à suivre dans les rues de Tokyo.
Il va s'introduire en 1972 dans le logement de cette Allemande, une jeune Allemande étudiante au Japon, et il va tenter de lui manger un bout de fesse. Sauf que malencontreusement, il la réveille, elle crie, elle l'attrape par le poignet, s'ensuit une lutte, les voisins sont alertés et il est arrêté. Il s'en sortira finalement grâce à son père qui parviendra à mettre en place un dédommagement financier et il n'aura aucune poursuite au Japon suite à cette effraction. Humilié par cette agression, la famille d'Issei Sagawa décide de l'envoyer loin du Japon. C'est alors qu'il s'installe au 10 rue Erlanger. En France, il s'intègre difficilement parce qu'il a en plus une timidité maladive, il est complètement introverti, ce qui fait qu'il va tisser des liens sommaires avec les doctorants et doctorantes de la Sorbonne. Parmi eux, il y a René. Alors, René Hartevelt, c'est une jeune néerlandaise qui est assez grande, assez élancée. Et surtout, en termes de tempérament aussi, René Hartevelt, c'est quelqu'un qui a beaucoup moins de difficultés à échanger avec les autres. C'est vraiment deux personnes un peu à l'opposé. En fait, ils vont se côtoyer, d'abord de façon amicale, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à plusieurs reprises, que ce soit pour aller au cinéma ou boire un verre. Elle s'est plus ou moins prise d'affection pour cet homme un peu frêle, fragile, qu'elle dit sympathique et intelligent, dans une lettre à ses parents d'ailleurs. Et elle dira qu'elle a rendez-vous le 11 juin avec lui. Ce fameux 11 juin 1981, René Hartevelt se rend donc au domicile de son ami Issei Sagawa, dans notre rue maudite. La jeune femme ne se doute pas qu'elle n'en ressortira pas vivante. Elle se rend au 10 de la rue Erlanger. En fait, il prétexte qu'un de leurs professeurs leur a demandé un enregistrement de poésie allemande lu à haute voix. Et donc René Hartevelt accepte. Et là, elle récite des poésies de Johannes Becher. Alors tout cela est enregistré par le magnétophone. Et donc elle récite un poème allemand. Et donc il l'invite chez elle avec une idée en tête qui est celle de manger quelques parties de son corps. Ce qui évidemment pose problème parce que vous ne pouvez pas dire à une femme je vais te manger et tu vas rester bien tranquille, donc il faut forcément la tuer. Issei Sagawa s'empare d'une carabine qu'il pointe dans la nuque de la jeune femme. Il ne souhaite pas sans doute affronter son regard. Il a le souvenir de l'Allemande très costaud, très grande qui l'avait neutralisée. Il tire. Elle meurt sur le coup. Issei Sagawa vient d'abattre René Hartevelt de sang-froid. Et ce n'est que le début des atrocités. Il va violer la jeune fille morte. Il va lui dire « je t'aime » en français d'ailleurs, c'est tout à fait audible. Et puis il va commencer à découper des morceaux de son corps. Il a choisi bien évidemment en premier lieu les seins, et tout ça, enfin tout ce qui peut avoir une connotation sexuelle et associer ce fantasme à sa sexualité très étrange. Il va conserver le cadavre dans sa baignoire et il va prélever des morceaux qu'il va consommer pendant environ 48 heures jusqu'à ce que l'état de décomposition du cadavre soit trop important et qu'il décide de se débarrasser des restes de René. Il va mettre le reste du corps dans des petits sachets plastiques bleus. Il va les installer dans 2 grandes valises, appeler un taxi qui va le prendre en charge au 10 rue Erlanger. Ce qui va intriguer le chauffeur de taxi, c'est qu'il voit une personne avec 2 grosses valises. Il va me demander à ce qu'on aille à la gare ou même à l'aéroport. Et non, Issei Sagawa lui demande non, emmenez-moi au bois de Boulogne. Au bois de Boulogne, on est vraiment à quelques centaines de mètres de la rue Erlanger. Donc très bizarre de faire appel à un taxi. C'est pas un as du crime, on va dire. On a l'impression qu'il réfléchit, mais après coup. Le plan d'Issei Sagawa est simple. Jeter les valises contenant les restes du corps de René dans un petit lac au cœur du bois de Boulogne. Seulement l'étudiant japonais est loin d'avoir pensé à tout.
Il est au bois de Boulogne avec les valises qu'il traîne péniblement parce qu'elles sont presque plus lourdes que lui finalement. Il a juste oublié une constante, c'est qu'au bois de Boulogne, autour du lac, il y a beaucoup de monde au mois de juin, et notamment un couple d'amoureux qui voit ce petit bonhomme fluet, évidemment, ça brinque-balle. Quand un couple le voit et le elle lui demande si ses valises sont à lui. Panique, Issei Sagawa prend ses jambes à son cou. Et puis les valises tombent, notamment l'une qui s'ouvre près des amoureux, et s'écoule un filet de sang. Le couple appelle la police. Lorsque les enquêteurs découvrent le corps découpé dans les valises, il leur est impossible d'identifier la victime. Commence alors une double enquête pour découvrir qui a été assassiné et surtout par qui. Le couple qui a repéré Issei Sagawa va être capable de faire une description assez précise. Donc il y a un appel à témoins qui est lancé par la police très rapidement sur la base de cette description. Et puis, un chauffeur de taxi se souvient très bien d'avoir chargé ce petit bonhomme au 10 rue Erlanger 2 jours plus tôt. Donc la police l'appréhende très vite. En 48 heures, il le cueille au pied de son appartement. Commence alors un long interrogatoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Issei Sagawa va être loquace. Il va tout reconnaître, estimer qu'il a commis un acte artistique et le revendiquer très haut et très fort, n'avoir aucun remords. Donc comme c'est une œuvre artistique selon lui, évidemment, il en parle très volontiers. Et il dira lui-même, moi, mon obsession, c'était pas de tuer, c'était de manger. Sauf que pour la manger, j'étais obligé de la tuer. Donc en fait, pour lui, le meurtre est un peu accessoire. C'est pas ça son but. Son but, c'est vraiment de manger de la chair humaine. Et les policiers qui ont mis en perspective sa vie de doctorant à la Sorbonne et l'atrocité de son crime ne comprennent pas. Donc c'est là où le juge Bruguière, qui va être saisi de l'affaire, va demander à 3 experts psychiatres de se pencher sur le cas Sagawa. Durant plus d'1 an, les médecins vont analyser minutieusement la personnalité du cannibale. Est-il véritablement responsable de ses actes ? Les expertises sont terribles et concordantes. C'est un homme qui est à l'évidence un psychopathe, ça tous les psychiatres s'accordent. Ses tendances cannibales représentent un extrême danger pour la société, c'est aussi une évidence parce que ça ne peut pas s'arrêter comme cela. Il est irrécupérable. C'est ce à quoi les 3 experts psychiatres aboutissent au bout de 14 mois. Ils ont eu le temps de bien étudier ce phénomène. Les 3 experts sont d'accord. Issei Sagawa n'est pas responsable de ses actes pénalement. Il a agi dans un état de démence et le 30 mars 83, il bénéficie d'un non-lieu. Et la loi est ainsi faite en France que dès lors qu'on est inapte à être jugé, il n'y a pas de procès. Et ça, c'est aux grandes dames de la famille Artevel qui aurait essayé de faire casser la procédure de non-lieu à 2 reprises, en vain. Issei Sagawa est interné à l'hôpital psychiatrique de Villejuif pendant un peu plus d'1 année. L'étudiant japonais est placé au sein d'une unité pour malades dangereux. Il va avoir une chance inouïe, c'est que son père, qui a encore beaucoup d'argent, a engagé un excellent pénaliste qui va convaincre le gouvernement français, 2 ministères à l'époque, notamment celui de l'Intérieur et de la Justice évidemment, de ne pas obliger le contribuable français finalement à payer l'internement à vie d'Issei Sagawa. En mai 1984, si mes souvenirs sont bons, il va s'envoler vers le Japon en homme libre. Quand il atterrit au Japon, c'est un homme libre. Aucun expert psychiatre ne l'attend avec une camisole de force. Ce qui fait que Issei Sagawa va passer 18 mois dans un hôpital psychiatrique japonais. Et puis en 1985, comme si de rien n'était, il va ressortir et s'installer tranquillement dans un petit appartement en banlieue de Tokyo.
et vivre sa vie. C'est alors que le destin d'Issei Sagawa va totalement basculer. Les médias japonais vont faire de ce dangereux criminel une superstar. Alors sa vie, elle est absolument incroyable après. Au Japon, il va devenir, entre guillemets, une star. Il va écrire des livres avec des titres tous plus provocants les uns que les autres. Dont le premier, tiré à 200 000 exemplaires, qui va devenir un best-seller. Parmi les ouvrages écrits par Issei Sagawa figurent « J'aimerais être mangé » ou encore « Ce que j'ai envie de tuer ». C'est un pervers narcissique, c'est un type qui a besoin d'être reconnu comme étant le japonais cannibale. Donc on est vraiment dans ce contexte un peu bizarre, un peu malsain. Après l'écriture, Issei Sagawa va continuer de développer sa fibre artistique. Il va peindre notamment des femmes nues. Alors pour ajouter encore du mauvais goût à la chose, ça sera signé notamment avec un couteau et une fourchette en bas du tableau. Il fait aussi des pubs pour des restaurants de viande. Ce sont des restaurants de viande français, donc le parallèle est vite fait avec les faits pour lesquels il est connu. Désormais adulé au Japon, Issei Sagawa, 71 ans, continue de se pavaner dans les médias et raconte à qui veut l'entendre ce qu'il a fait subir à René. En fait, il est très fier de ce qu'il a fait, et dans chaque interview, il le dit. Le cannibalisme, ce n'est pas des choses horribles, ce n'est pas des choses sales choses, ce n'est pas des criminels, ce n'est pas de tout. C'est une sorte d'expression de l'amour. Dans cette histoire, on oublie souvent René Hartwelt, qui est la vraie victime, dont les photos sont encore disponibles sur Internet. C'est quelque chose d'effroyable pour sa famille. Jusqu'au 11 juin 1981, date du crime commis par le cannibale, personne ne se doutait que la rue Erlanger pouvait être maudite. Pourtant, un événement d'une ampleur nationale aurait déjà dû nous alerter quelques années plus tôt. Laisse-moi t'aimer. Avril 1975, la France est sous le charme d'un jeune chanteur de 28 ans. Cheveux longs, regard perçant et sourire ravageur, Mike Brandt fait chavirer le cœur de milliers de jeunes filles. Trouver quelqu'un avec une telle voix et un tel physique, c'est rarissime quand même. On a beaucoup de chanteurs très talentueux, mais qui sont pas toujours très beaux, et puis d'autres qui sont très beaux, mais qui n'ont pas la voix. Lui, il avait cette chance d'avoir une voix splendide et un physique magnifique. Donc c'était rare. Et forcément, ça s'est traduit par 1 million, 2 millions, 3 millions de ventes de disques. C'était extraordinaire, quoi. Il fait un premier succès en France, on est en 1970, qui s'appelle « Laisse-moi t'aimer ». En 72, c'est Ma prière. 73, il refera d'autres types comme Rien qu'une larme, enfin tous ces grands succès. Tout semble sourire à Mike Brandt et pourtant, le 25 avril 1975, le chanteur à la gueule d'ange va rejoindre le ciel. Aussi incroyable que cela puisse paraître, son destin va basculer lorsqu'il va s'aventurer chez une amie habitant rue Erlanger. RTL 11h44, on apprend la mort du chanteur Mike Brandt. Il est tombé de sa fenêtre située rue Erlanger dans le 16e arrondissement. On ignore encore s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident. Jean Renard, le tout premier producteur de Mike Brandt, est sous le choc. Pour nos caméras, il a accepté de revenir sur ce jour où tout a basculé. Je suis à Tours en train de boire un Porto et la radio s'arrête. Il est 11h30 du matin, un samedi, et le commentateur, ça devait être RTL, dit nous interrompons nos émissions parce qu'une grande nouvelle, Mike Brandt vient de se suicider. Mon verre de Porto tombe. Je dis c'est impossible, arrêtez, c'est impossible. C'est la première fois qu'on annonçait la mort d'une idole
des adolescentes, enfin, en pleine jeunesse, à 28 ans. Mais alors, que s'est-il vraiment passé ce jour-là, au numéro 6 de la rue Erlanger? Il faut savoir que ce 25 avril, Mike Brandt, il est chez Jeanne Cachy. Une femme qui a à peu près, qui est un peu plus âgée que Mike Brandt. Et c'était une personne avec qui il parlait des heures, souvent la nuit, au téléphone, ou alors quand il dormait chez elle, en tout bien, tout honneur, il parlait des heures, assis sur le lit, voilà. Donc il était là un petit peu pour se détendre chez elle. Et cet ami, au bout de quelques minutes de discussion, va prendre une douche. Donc il va être tout seul dans l'appartement, Jeanne est dans la salle de bain, il y aura un coup de téléphone. Le téléphone sonne à 10h du matin, Jeanne Cachy entend tout ça, elle est en train de prendre sa douche, elle entend qu'il parle au téléphone dans la chambre, et puis qu'il élève un peu la voix. C'est un coup de fil houleux. On ne saura jamais, alors je vous parle aujourd'hui, on ne saura jamais qui a téléphoné à Mike Brandt ce fameux 25 avril 1975 entre 10h et 11h du matin. On ne saura jamais. Mike Brandt raccroche le téléphone et c'est alors qu'il va commettre l'impensable. Depuis le 6e étage de l'immeuble où réside son ami, le chanteur va se jeter dans le vide. Et c'est terrible. Il est tombé sur le dos, il est malheureusement scalpé, il a tapé un réverbère puis une voiture avant de s'écrouler devant la plaque d'égout, devant le 6 rue Erlanger. Le pressing se trouve juste en face du 6 Erlanger. La femme faisait du repassage devant la vitrine, elle a vu tomber Mike Brandt évidemment. Elle prévient tout de suite donc le SAMU évidemment, qui arrive immédiatement sur place. Mike Brandt est toujours vivant. Et c'est dans le fourgon du SAMU qu'il décédera, ayant perdu trop de sang évidemment. Et le choc a été trop brutal. Mais alors, comment expliquer ce geste? Pourquoi Mike Brandt aurait-il voulu mettre fin à ses jours? C'est son dernier producteur, Simon Weinstraub, qui va donner une explication. Malheureusement, il ne prenait pas ses médicaments car il était sous traitement. Et il n'y avait rien à faire pour lui faire prendre ses médicaments. Il s'arrêtait tous les 8 jours, il fallait l'obliger à les reprendre, etc. Et même les médecins avaient beaucoup de mal avec lui. Pourquoi Mike Brandt était-il dans un tel état? D'où lui venait ce mal-être qui a fini par le tuer? Pour le comprendre, il faut remonter 28 ans plus tôt. Mike Brandt, c'est un déraciné. Mike Brandt, c'est une histoire qui commence mal. Il a grandi en Israël, terre promise, avec des gens qui avaient envie d'oublier. Puisque sa famille, en fait, une grande partie de sa famille a été déportée, y compris sa maman, Bronia. Et c'est vrai que dans ces années 50, quand Mike Brandt grandit, on n'a pas envie de remuer ça. Et je pense que sa mère a mis beaucoup de temps à lui raconter ce qui s'était vraiment passé. Ce lourd passé familial va avoir de terribles répercussions sur le jeune Mike. Je sais qu'il ne parlait pas jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans et que c'était vraiment un sujet de préoccupation de toute sa famille. C'est en voyant un marchand de glace passer qu'il a dit pour la première fois « une glace ». Sa mère pleurait, elle croyait qu'il était muet. Et d'un seul coup, c'est l'explosion, il va se mettre à chanter partout où il peut chanter. En regardant ces images, la fêlure de son enfance semble pourtant bien loin. Pour comprendre le geste fatal du chanteur, il faut donc chercher ailleurs. Pourquoi Mike Brandt était-il si malheureux? L'explication se trouve peut-être du côté de sa carrière. Il semblerait que son succès l'ait fait peu à peu sombrer dans la dépression. Les filles étaient en transe. C'était un truc, mais invraisemblable. Il faut vraiment l'avoir vu pour l'expliquer aujourd'hui.
Mike faisait partie de ces gens comme ça, vraiment très, très aimés. Et c'est vrai que c'était pas facile à gérer. Enfin, c'était un truc hystérique. Le garçon était tellement beau qu'il provoquait cette forme d'hystérie collective dans les salles. Il y avait ce sex appeal que n'avaient pas d'autres chanteurs. Alors, ce 25 avril 1975, au numéro 6 de la rue Erlanger, Mike Brandt était-il à bout, totalement épuisé par ce succès complètement fou? Il veut plus y aller au concert. Il a peur. Il a presque peur. Il est devenu presque agoraphobe. Il a peur du public. Il a peur des gens qui lui courent derrière, qui veulent lui arracher un bouton de la chemise ou de la veste. Et il a peur de ces filles qui crient toute la journée autour de lui. Il a peur d'un seul coup, il rentre dans une espèce de syndrome terrible. Il ne comprend pas ce qu'il est devenu. Il est devenu une espèce de jouet. Et c'est vrai que pour lui, c'était quand même quelque chose d'assez insensé, quoi. Parce que bon, je pense pas qu'il avait prévu ça, quoi. C'était pas quelque chose qui était envisageable. Et c'est ce qui lui est arrivé. Épuisé par sa carrière, Mike Brandt aurait donc voulu en finir. Mais pour les proches du chanteur, et notamment pour Jean Renard, son tout premier producteur, la théorie du suicide ne tient absolument pas. Moi, je n'ai jamais adhéré à cette hypothèse parce que j'avais pas seulement le sentiment, j'avais la preuve que c'était impossible. Il s'est soi-disant jeté le vendredi ou le samedi, et le jeudi, je suis au studio d'enregistrement. La porte est ouverte et je vois Mike qui rentre. Oh, salut Mike. Nous nous étions séparés 2 ans avant. Il verse une larme, moi aussi. Alors, tu vas bien, mais... Et puis on s'embrasse et il me dit, écoute, j'aime pas les gens avec qui je travaille. J'aime mieux avec toi. Puis si tu veux, on repart à zéro, on recommence tout. J'avais pris rendez-vous avec lui le lundi à 14h à mon bureau. Et il se suicide 24 heures après. Impossible. C'est totalement impossible. D'ailleurs, un événement viendrait accréditer la thèse de Jean Renard. C'était 6 mois avant le drame de la rue Erlanger. « 22 novembre 1974, Mike Brandt, de passage à Genève, a rendez-vous avec Simon Weinstraub, son producteur du moment, pour parler de sa carrière. Selon certains proches de l'artiste, les 2 hommes auraient eu une conversation houleuse. D'abord, Simon Weinstraub lui dit, écoute, tu ne vends pas ce que tu devrais vendre. Ne pars pas sur tes chiffres de vente de ces 3 dernières années, parce que tu ne vends plus la même chose. Mike va voir que ses promesses ne sont pas tenues. Il n'y a pas les concerts, il n'y a pas les contrats, il n'y a pas les disques. Il y a un gros trou, il y a quelque chose qui se passe. Il est en train de perdre son public, il est en train de perdre son succès. Et il s'énerve. Et puis Simon l'envoie promener dans la chambre. Il dit, écoute, arrête de me penser cet état-là, ça sert à rien. On va y travailler, on va continuer, etc. Et l'autre, il veut arrêter. Mike aurait menacé de se suicider, ce geste ultime, mais pour rire, faire croire à l'autre qu'il voulait avoir raison. Dans l'énervement, il a juste fait pour déconner. Et puis en fait, il a trébuché, il est tombé. 10 ou 15 mètres plus bas, il est juste tombé sur le balcon d'en dessous. Mike Brandt aurait donc provoqué son producteur. Il lui aurait fait croire qu'il voulait se suicider, alors qu'il n'en avait nullement l'intention. Après cet incident, le chanteur s'en sort avec un traumatisme crânien et une double fracture à la jambe. Quelques jours plus tard, Mike Brandt revient sur son geste. Mais étrangement, il n'évoque pas du tout le différend avec son producteur. Je suis étonné de moi-même aussi, qu'est-ce que je voulais faire. Ça veut dire sauter et finir comme ça la vie, mais c'était un moment fou. Si je restais vivant, et le micro il est devant moi et tout ça, vraiment, alors je suis content comme tous et je suis heureux.
Mike Brandt n'a pas voulu tout dire sur comment s'était passé ce premier problème en novembre 1974 à Genève dans cet hôtel. Il a joué le jeu parce qu'il n'allait pas raconter la vérité. Il n'allait pas dire qu'il s'est fâché avec son producteur, qu'il lui avait promis des tas de choses et que ça n'arrivait pas. Et que donc il s'est énervé et qu'il a fait semblant de... Non, c'était ridicule comme histoire. Hein. À l'époque, il fallait maquiller certains événements. Mike Brandt n'aurait donc pas voulu se donner la mort en Suisse. Et s'il en était de même rue Erlanger? Et si l'on avait voulu assassiner le chanteur? Il y a même des gens qui vont encore plus loin. Il y a eu des témoins, paraît-il, des voisins de la rue Erlanger qui ont entendu un non, comme quelqu'un qui voulait pas mourir. Mike n'a pas sauté de son bon vouloir en silence. Non, d'après une dame qui se trouve en face, elle entend un immense non. Un non qui hurle. D'accord ? Voici ce qu'il aurait pu se passer ce 25 avril 1975. Cette histoire est un coup monté du début à la fin. Et les gens que Mike a retrouvés ce matin-là avaient prémédité leur coup. Ce jour-là, c'est bien Jeanne Cachy qui ouvre la porte à Mike Brandt. Seulement au 6 rue Erlanger, il y aurait eu un invité surprise. Simon Weinstraub, le producteur de l'artiste. Une dispute aurait alors éclaté entre les deux hommes. Un conflit qui aurait pu finir 6 étages plus bas. Si on imagine que ce Simon Weinstraub et Enco avaient monté une cabale contre Mike, on peut imaginer que ces gens-là se sont dit, on va dire qu'il s'est suicidé, puisqu'il a fait une tentative 5 mois plus tôt. Tout le monde va y croire. On a classé, la police n'a pas voulu faire d'autopsie. On a dit non, c'est un suicide, c'est normal, il était dépressif, c'est normal. Et ce n'est pas tout. Simon Weinstraub, le producteur avec qui Mike Brandt avait des relations houleuses, va connaître quelques mois plus tard un sort tout aussi funeste. Simon Weinstraub est mort quelques mois après Mike Brandt, soi-disant aussi d'un suicide, sauf qu'il avait une balle là et une balle là. C'est difficile de se tirer 2 balles à cet endroit-là tout seul, successivement surtout. Alain Krief, qui était aussi dans la vie de Mike Brandt, est mort poussé dans le métro de Paris. On l'a poussé du quai sur la voie. Moi, je trouve quand même que pour un suicide, il y a beaucoup de choses autour qui sont quand même pas très claires. Mais dans cette affaire, une personne pourrait pourtant détenir la vérité. C'est Jeanne Cachy, l'habitante du 6 rue Erlanger. Le grand mystère de cette disparition, de ce suicide, de cet assassinat, on ne sait pas, de la rue Erlanger, c'est Jeanne Cachy. On a interviewé beaucoup de gens, on a essayé de trouver Jeanne Cachy, on ne l'a jamais trouvée. Il y a tellement de zones d'ombre, tellement de choses qui sont non dites, qu'on est en droit de se poser des questions. Et la rue Erlanger, peut-être, va garder ses secrets jusqu'à jamais. Hein. La mort mystérieuse de Mike Brandt en 1975. L'atroce crime du cannibale Issei Sagawa en 1981. Et enfin, l'incendie meurtrier en 2019. Doit-on craindre de nouvelles tragédies rue Erlanger dans les années à venir? Notre médium, Patricia Daré, nous éclaire. On est dans la sempiternel scénario d'un drame qui se refait depuis des siècles, avec des tragédies qui viennent ponctuer chaque 20 ans, chaque siècle, chaque 30 ans, chaque 40 ans. Ça peut être des petites tragédies, des grandes tragédies qui viennent ponctuer pour rappeler qu'on est dans un périmètre interdit, périmètre maudit. Cette malédiction vous effraie? Soyez rassurés, pour vous protéger, Patricia Daré a un dernier conseil à vous livrer. Aujourd'hui, on peut changer le cours des choses et on peut changer la positivité de sa vie ou pas par sa pensée. Mais ça se travaille. C'est un exercice quotidien.
Et je pense que c'est la véritable barrière contre la négativité.